passe la parole justement à Madame le directeur de l'électricité, hein, et puisque Fidèle en a fait cas, c'était prévu que vous nous apportiez ces éléments de réponse. À un moment donné, tout était concentré au sein d'une même structure. À l'époque, la SONEL, par la suite Eneo. Beaucoup ont également trouvé que c'était lourd. On nous a également fait comprendre, hein, à grand coup publicitaire au niveau de l'État, qu'il fallait absolument déconcentrer. C'est de cette manière-là qu'on a dit, bon, maintenant, certaines autres entreprises, ce sera seulement pour la production, d'autres uniquement pour le transport et d'autres pour la distribution. On a dit formidable. En ce moment, est-ce que nous pouvons dire que cette déconcentralisation-là a apporté des fruits? Merci pour cette question. Est-ce que ça a apporté des fruits? Forcément, ça apporte plus de visibilité dans le secteur. Quand vous découplez, vous savez qui fait quoi et qui rapporte quoi, et vous pouvez identifier clairement des problèmes. Donc, c'est ce qui s'est passé autour des années 50. On sait bien que c'était un monopole unique. C'est Neo, on va dire Neo, hein, même comme c'était avec AES, avec Sonel et tout ça. On avait une seule entité qui gérait tout, production, transport, distribution, avec des comptes uniques. Et avec ce système, vous n'avez pas une visibilité sur ce qui est à l'intérieur en réalité. Et aujourd'hui, le fait même pas aujourd'hui, au moment où on a constaté les premières réformes, la première des choses c'était de libérer le secteur, de diviser tous ces segments, fait entrer les producteurs indépendants. Il faut le reconnaître quand même, avec tout la crise économique qu'a connue le pays, et il y avait quand même des problèmes d'investissement dans ce secteur-là. On avait 100 mégawatts qu'il fallait combler à cette époque-là. Il était important de trouver des financements, et je pense que c'est une des raisons aussi qui a favorisé peut-être la libération de ce secteur. On a eu de nouveaux acteurs qui sont entrés et qui ont permis aujourd'hui d'investir. Parce que quand vous avez des producteurs indépendants, c'est eux qui apportent des prêts conséquents pour être à même de construire un certain nombre d'ouvrages quand l'État n'est plus en mesure de mobiliser ces fonds-là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous avez tous ces entreprises, que ce soit KPDC, DPDC ou aujourd'hui Natigal. C'est parce que on a libéralisé le secteur, on a donc permis à ces producteurs d'entrer dans le système et puis d'apporter quand même une certaine énergie. Aujourd'hui, le problème se pose. On est d'accord, on parle est-ce que la privatisation en valait la peine? Bon, je voudrais peut-être pas dire oui ou non, ça dépend de quel angle on se situe. Parce que quand on est vraiment en crise, de fois on fait des choix qui peuvent toujours ne pas être stratégiques, mais on est à un moment donné obligé de les faire. Et puis, le problème, c'est de faire le bilan. Peut-être étape par étape, peut-être on aurait pu se rendre compte beaucoup plus tôt et se réajuster. Il n'est pas trop tard. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est une société nationale, on l'a privatisée. On dit aujourd'hui, il faudrait absolument, et c'est ce qui a été fait, renationaliser cette entreprise-là, pour être même d'en avoir le contrôle et essayer, autant que faire se peut, de relever un peu cette structure-là. Et les défis sont assez nombreux. Je pense que le maire qui est au contact des populations a ses remontées d'informations au quotidien. Les plaintes sont multiples. Donc nous, est-ce qu'il faut rentrer en arrière forcément? On peut questionner. Mais nous, au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie, nous essayons d'aller vers l'avant, regarder vers l'avant. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour assainir ce secteur-là? Peut-être c'est l'occasion de vous dire un peu qu'est-ce que nous sommes en train de faire, ou qu'est-ce que nous comptons faire, ou quelles sont les réformes profondes qui sont envisagées pour essayer de corriger ce déséquilibre. On l'a dit, il fallait d'abord mettre le doigt sur le problème fondamental. Maintenant, il fallait identifier les causes. Qu'est-ce qui cause ou qui a causé ce déséquilibre-là? On va prendre quelques exemples. On a parlé des dettes, du type d'endettement des néo. On l'a dit, les prêts à court terme n'aident pas beaucoup dans les investissements. Nous avons la question de rendement de distribution. Notre rendement n'est pas bon. Il est stagnant depuis près de 15 ans. 30% avec les pertes techniques et non techniques. Et les pertes non techniques, on voit l'impact sur le commercial, 60 milliards que nous perdons par an avec cette question de fraude massive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit qu'il faut une lutte sans merci pour essayer de réduire, d'annuler cette fraude. On va peut-être pas l'annuler parce que ce n'est pas évident, mais il faut la réduire au maximum pour que ces 60 milliards que nous perdons aujourd'hui ne soient plus perdus. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut que chacun paye sa facture, que les entités publiques payent. Et qu'est-ce qu'on envisage de faire dans ce sens-là? C'est justement de demander à ces entités d'inscrire déjà dans leur budget
On a été de voter les budgets, d'inscrire déjà ces arriérés de paiement qui sont déjà assez énormes pour que l'année prochaine, qu'on ne dise pas on n'a pas de quoi payer là, j'ai pas des arriérés, et de s'acquitter de ces factures mensuelles. Ce que nous disons au niveau de la compensation tarifaire, c'est qu'il faut la réduire. Parce que c'est l'occasion de le dire. Nous ne payons pas le juste prix. Nous sommes tous assis là, mais nous ne payons pas le coût des services. Et le client lambda, des fois, il ne le sait pas. Aujourd'hui, quand on regarde le prix du kilowattheure, il est aussi autour de 100, 110. Vous dites que nous ne payons pas le juste prix, non, c'est-à-dire quoi? Le coût de service, c'est-à-dire quand vous faites un investissement, il y a un prix de revient. Pour aller sur le marché, pour dire, pour faire cette bouteille d'eau, il m'a fallu dépenser tant, alors pour que je recouvre mes fonds, je dois le vendre à X francs. Aujourd'hui, le X francs en électricité tourne autour de 100, 110 le kilowattheure, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le commun des mortels paye que nous sommes. Nous avons aujourd'hui dans la tarification, si vous regardez très bien, il y a des clients sociaux qui paient 50 francs, donc moitié prix. Les clients sociaux, c'est qui? Les clients sociaux, c'est qui consomment entre 0 et 110 kWh. L'État a choisi de geler le tarif de l'électricité depuis 2012. Donc ces clients-là ne payent pas le juste prix parce que les clients étaient soucieux de leurs conditions et a décidé... C'est ce qui a créé ces déséquilibres financiers? On ne dit pas que ce n'est que ça qui a créé. Ce qu'on dit, c'est que il y a des mesures que l'État a eu à prendre, qui sont peut-être inconnues des populations et qui sont en train d'être corrigées. Quand je parlais par exemple du tarif, aujourd'hui, il y a une catégorie d'entreprises qui payent au fur et à mesure. Il y a un programme qui est mis sur pied, c'est même un accompagnement que ACEF avec cette structure-là pour payer le coût du service, comme on l'appelle dans notre jargon. Et ce sont des mesures, là je parle des mesures que nous envisageons dans le secteur pour amener tout le monde à payer, pas tout le monde, hein, on va laisser cette catégorie, c'est une instruction présidentielle de payer déjà ce juste prix. Dans le secteur, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut du cash. Pour avoir du cash, la plupart d'entre nous avons encore des compteurs post-pay, c'est-à-dire à la fin du mois, vous payez vos factures. Aujourd'hui, on a une vaste campagne d'installation des compteurs prépayés qui vont apporter un peu plus de cash dans le secteur et permettre donc aux opérateurs de poursuivre aussi avec leurs investissements. Quand on regarde le point névralgique, qui est la dette d'Eneo, et le ministre l'a relevé, il faut absolument restructurer cette dette-là. Il faut absolument ouvrir ce débat, ce dossier. Comment est-ce qu'on fait pour assainir la dette d'Eneo? Encore faut-il le relever. Quand on parle de 800 milliards et même plus de la dette, il faut encore savoir la décomposer. Parce que Eneo a des dettes qu'il a eu à prendre dans les banques locales, oui, de 100 milliards à peu près. On connaît très bien le service de la dette, comment ça se passe. Mais vous avez aussi le fait que Eneo ne paye pas, ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des fournisseurs. On a une dette qui est entre 450 et 500 milliards. Donc dans les 800 là, il faut bien comprendre comment est structurée cette dette-là. Est-ce qu'il faut comprendre, madame le directeur, parce que à force de vous écouter, j'ai la nette impression que Eneo vit de dette en dette. Oui. C'est une structure surendettée. Oui. Eneo vit de dette en dette. Mais c'est catastrophique, ça. C'est catastrophique. C'est pour ça qu'on disait, on peut questionner la qualité de l'endettement d'Eneo aujourd'hui. Ça, c'est clair, mais on dit... Entre-temps, quand même, hein, je ne sais pas si vous pourrez avoir une réponse à cette préoccupation qui peut aussi intéresser ceux qui nous regardent ce matin. La structure privée qui a géré Eneo pendant tant d'années, vous avez essayé d'évaluer un tout petit peu quel aura été son bénéfice? Ce qu'on pourrait vous dire, vous rassurer, c'est qu'il y a une étude, un diagnostic qui est en cours, c'est porté dans l'un des programmes que nous avons sous la main, on appelle ça le P4A, Programme for Result. Donc on a cette étude-là qui est en cours, qui pose le diagnostic profond. Et l'objectif de cette étude, c'est de présenter, d'élaborer un plan de redressement d'Eneo. Nous attendons, nous aussi, les conclusions de cette étude. On pense que peut-être à ce moment-là, on pourra répondre valablement à cette question. J'ai appris que vous devez plutôt encore donner à cette structure 78 milliards. 78 milliards, ça c'est la valeur transactionnelle. C'est la valeur transactionnelle. Moi je veux parler comme un Camerounais d'en bas. Est-ce que c'est vrai que nous devons encore leur donner 78 milliards? Oui, oui. C'est-à-dire pour le rachat des actions. C'est-à-dire qu'on nous laisse une société morte, oui. Mais nous allons encore leur donner 78 milliards. Oui, nous ne pouvons pas dire le contraire. Les médias ont fait suffisamment écho. Le prix de rachat, c'est 78 milliards. On peut le dire, la proposition d'Actis, c'était le double. Il faut le dire comme ça. C'est à la suite de plusieurs négociations avec l'aide des cabinets qui ont été recrutés, qu'on a pu atteindre ce montant, comme ça s'appelle un montant transactionnel. Parce que ce n'est pas le montant réel des actifs de Neo. Et ce qu'on voudrait peut-être aussi dire, c'est que pendant que nous menons le diagnostic profond de Neo à travers cette étude-là qui est en cours,
il y a aussi la question des inventaires, des distributions. Qu'est-ce qu'on a dans le patrimoine réel des NEO? On a aussi un cabinet qui travaille en ce moment, qui fait cet inventaire profond de cette structure. Et on pense que c'est important de croiser sur toutes ces données pour avoir une meilleure lisibilité sur ce qui n'était pas connu. Rappelons-le, l'État 44% n'avait pas la majorité. Et quand vous êtes dans ce type de structure, ce n'est pas vous qui avez la dernière décision. Très bien. Nous disions tout à l'heure qu'il y avait une véritable crise dans le secteur de l'électricité au moment où la société Eneo redevenait entièrement camerounaise. Certaines informations qui circulent, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau des médias classiques, font état de ce que du côté du barrage de Naktigal, c'est un autre scandale qui vient d'éclater. On parle de beaucoup de milliards qui se sont envolés, mettant véritablement en exergue le problème de barrage hydroélectrique au Cameroun. Cette affaire, elle nous a véritablement servi jusqu'en 2025. Que se passe-t-il du côté du barrage de Naktigal? Merci pour cette question, mais permettez-moi, avant de parler de Naktigal, de revenir quand même sur certains éléments que j'ai suivis. La question, pourquoi Eneo collecte? C'est important de comprendre. C'est pas parce qu'on aime trop Eneo, hein. C'est pas une question d'amour. En réalité, on émet une facture unique. Donc c'est Eneo qui met les factures. Que vous soyez producteur, transporteur, autre, in fine, c'est Eneo qui a des relations contractuelles avec les consommateurs. Que vous soyez un individu ou bien que vous soyez une industrie et autres. Donc c'est cette facture unique qui a toutes les autres charges du secteur. C'est pour ça qu'on dit que c'est le collecteur unique en réalité. Mais ailleurs, c'est fait aussi autrement, il faut le dire. Donc, c'est pas, on pourrait dire que ce soit son acteur, mais pour le cas du Cameroun, c'est Eneo qui est le collecteur en réalité, et il émet une facture qui, si vous déclarez cette facture, vous allez trouver les autres charges du secteur. C'est pour ça que quand il recouvre l'argent, il faut qu'il restitue la part de chacun. Parce que vous avez les charges transport, il faut qu'il renvoie au transporteur, vous avez pour la fourniture et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle d'Eneo en tant que collecteur. Maintenant, j'ai aussi suivi par rapport à peut-être au problème de gouvernance. Non, c'est clair, le ministre l'a dit, avec la reprise de 95% des parts, bien entendu, la question de gouvernance sera posée sur la table. Il faudra bien choisir les dirigeants, les futurs dirigeants de NEO. Cela est tout à fait logique. Maintenant, on peut comprendre l'inquiétude qui est soulevée. Bon, bien entendu, il ne me revient pas à moi de choisir quelle sera cette équipe managériale. Maintenant, pour revenir sur la préoccupation de M. le maire avec les autres, la diversification des sources de production, oui. Si vous regardez le plan de redressement ou bien le compact énergétique, c'est depuis des années, on présente le mix énergétique au Cameroun. On dit bien, le Cameroun est un pays béni, on a beaucoup d'eau, c'est pour ça que l'hydro porte la plus grosse part. Donc, mais le solaire aussi a sa place aujourd'hui dans le compact énergétique. Je pense que nous allons vous partager ce document pour voir la stratégie qui sera mise en œuvre. On parle de développer les mini-grids. Et ça pour ces cas de figure, parce qu'on est conscient que si on fait des extensions, ça sera plus coûteux que d'aller vers les mini-grids alimentés par le soleil et pourquoi pas peut-être les petites centrales hydroélectriques et même des kits solaires pour certaines habitations. Donc ça c'est déjà pensé et les études sont même en cours. Il y a même toute une politique qui est développée. Les centrales atomiques à cet effet, pardon? Les centrales atomiques sont plus... Non. C'est une étude aussi, hein, parce qu'on a quand même ces questions qui reviennent sur la table, parce qu'il faut pas aller vers le nucléaire, et même vers l'énergie, l'hydrogène vert. Donc il y a d'autres sujets parallèles dans ce sens. Mais ça, ce n'est pas traité dans le cadre du compact énergétique, je vais le préciser ainsi. Maintenant, s'il faut revenir sur la question de... Et peut-être pour votre gouvernement aussi, il y a aussi une étude qui est menée sur le tarif, la tarification. Parce qu'on regarde justement ces questions-là. Et nous pensons que quand ces résultats et ces études qui sont en cours en réalité, on se fera peut-être le plaisir de venir sur les plateaux pour échanger avec vous sur les conclusions de ces différentes études-là. Maintenant, pour revenir sur la question de Naktigal, oui, les médias en ont fait suffisamment écho. Nous insistons et nous mettons quiconque au défi de nous demander l'accès au dispatch de Sonatrel. Le ministre va signer pour que vous voyez en direct comment l'énergie circule. Parce que quand on parle, on a l'impression que c'est illusoire, c'est peut-être un film, mais la réalité est tout autre. Au plateau de dispatch Sonatel, vous pouvez voir toutes les centrales du pays qui sont connectées et comment l'énergie circule. Depuis que Naktigal a été mise en service, c'est 2,4 TWh en termes d'énergie
qui sont dans le réseau. Théoriquement, qu'est-ce qu'on attendait de Natigal quand on construisait ce barrage? C'était 2,9. Et on vous dit, non, j'étais 2,4. C'est tout à fait normal. Parce qu'il faut tenir compte du facteur de charge. L'hydrologie n'est pas toujours constante. Donc, ça tend parce qu'un barrage vous donne sa capacité totale en tout temps. Parce qu'on tient aussi compte de la disponibilité de l'eau dans les barrages et réservoirs. C'est pour ça qu'on a une période d'étiage et même des problèmes climatiques qui ne dépendent pas forcément de nous. Donc, Natigal injecte, ce n'est pas... C'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Maintenant, est-ce que Natigal injecte? Est-ce que l'énergie de Natigal arrive chez vous? Chez moi, oui. Toute énergie, je prends un cas simple, qui arrive au niveau du poste d'interconnexion de Yomaban, qui est le poste principal au niveau de Yaoundé, vous êtes systématiquement dans le réseau interconnecté sud. Parce que beaucoup pensent qu'il faut une ligne spécifique pour évacuer Natigal. Non. Natigal, il y a déjà Natigal évacué à travers le poste de Nyom. Et Nyom est raccordé déjà au poste de Yomaban. C'est une ligne qui a été construite par la Sonatel et qui a été mise à service. C'est pour cela que Natigal a pu injecter en réalité. Donc, en injectant Yomaban, forcément Natigal est dans le risque. Ça, ce n'est pas un débat. Ça veut dire que vous prenez les 7 autres régions du pays, vous enlevez les 3 régions méridionales, les 3 régions septentrionales, vous êtes arrosé par Natigal, que vous le voulez ou non. Alors, madame le directeur, ces informations, c'était juste du sabotage? Bien sûr, on peut dire que c'est le sabotage. Bon, on sait ce qui se dit dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous sortons quand même d'une campagne électorale. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats aujourd'hui. L'intelligence artificielle, quand on regarde les images, nous, on s'amuse souvent à décrypter certaines images. On dit, mais ce n'est pas, il faudrait qu'on soit un peu plus responsable que ça. Ce n'est pas pour une infrastructure comme celle-là, c'était pas pour une infrastructure comme celle-là, c'était pas l'occasion de ternir cette image pour quelque chose qui marche. Natigal fonctionne, c'est 420 MW. Toute l'énergie de Natigal est maintenant utilisée au Cameroun. L'énergie de Natigal est évacuée au Cameroun. On a d'autres problèmes sur l'évacuation, ça c'est l'optimisation de l'évacuation. Parce que nous partons chercher un type de client au niveau du littoral. Et c'est pour ça qu'on dit on a un gros d'étranglement en transport qui est en train d'être résolu avec la construction du couloir 400, qui sera capable de transiter 3 fois Natigal. Il faut aller sur le terrain. Et pour le voir, prenez juste l'autoroute de la Yaoundé. Si vous voulez voir ces lignes, ce n'est pas en passant par Bankomo, vous ne verrez pas. Madame, avec tous les barrages que nous avons eu à construire au Cameroun, trop de milliards investis, pourquoi nous avons toujours des problèmes de délestage? Ça, c'est une bonne Il faudra construire combien de barrages au finish? 100, 200? Donnez le chiffre pour que nous fassions un effort d'en construire. Non, disons, on va présenter le problème autrement. On va donner les chiffres. Aujourd'hui, la capacité installée est de 2011 MW. C'est installé, mais il faudrait qu'on nuance. La capacité installée, elle est installée. Le disponible, c'est autre chose. Parce que ça tient compte d'autres paramètres, comme je le disais. Donc, vous avez Meuvelleux, je prends un cas de Meuvelleux, qui n'a pas un barrage réservoir, qui peut vous donner, quand l'hydrologie est bonne, 200 MW sans problème. Mais dès que vous avez l'étiage sur le thème, vous aurez 35-60 MW. Donc nous tenons compte non seulement des capacités installées, mais aussi le disponible. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a un déficit dans le réseau interconnecté sud? Parce qu'il faut bien le dire, on a 2 réseaux distincts. Depuis novembre 2022, on a 2 réseaux au lieu de 3. Parce qu'avant, on avait 3. L'Est n'était pas dans nos réseaux. Ni le réseau sud, ni le réseau nord. Il y a eu une interconnexion à Bambahala qui a permis de reprendre l'Est dans le réseau interconnecté sud. C'est pour ça qu'on parle de cette région méridionale. Donc aujourd'hui, on n'a pas un problème de déficit, il faut que ce soit clair, dans le réseau interconnecté sud. Et même dans le nord, ce n'est pas là le problème. Le problème se pose quand on fait face à certaines crises spécifiques. Personne ne contrôle le climat. Nous, quand nous regardons aujourd'hui, à quel niveau sont nos remplissages, nos deux bassins, on n'a pas encore atteint 80%. Nous savons déjà que le faible taux de remplissage du bassin aura un impact sur l'année 2026. Nous, on le sait déjà. Vous nous annoncez des délestages il faut le dire. On dit la transparence, on le dit. Et le ministre prône ça depuis. Observez très bien les sorties du ministre. On essaie de dire la vérité au Cameroun. On ne va pas vous dire ce qui va toujours plaire. On dit bien, on parle là de technique, d'accord? Et on dit... Moi je vais vous poser une autre préoccupation. Oui. Vraiment. Il faudra combien d'années pour résoudre le problème d'électricité au Cameroun? Il faudra combien de moyens? Ah, c'est un problème de moyens. Alors, un problème de moyens. Le Cameroun n'a pas de moyens pour résoudre le problème d'électricité. Il faut construire des barrages. Je peux vous donner... Il faut encore en construire. Non, je vais vous donner à peu près... À chaque fois qu'on a eu à construire un barrage, on nous a dit, dès que nous construisons ce barrage, le problème sera résolu. Pourquoi? Parce que la demande,
est sans cesse croissante. La demande n'est pas statique. La demande est croissante et nous suivons la demande. C'est-à-dire, s'il y avait les moyens pour construire autant d'infrastructures en suivant la demande, ce ne serait pas un débat. Pourquoi dans certains pays, on n'a pas des problèmes d'électricité? Ces pays, pourtant, qui ne sont pas gâtés par la nature. Lesquels? Lesquels? Oui. La France n'a pas de problème d'électricité. Vous comparez le Cameroun à la France? L'Allemagne. Vous comparez le Cameroun à l'Allemagne? La Côte d'Ivoire. Ils ont les centrales. Non, disons, je pense quand même que quand on subit les coupures d'électricité, même Madame Le Del en subit. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas comme si c'est certains qui subissent les coupures. Mais les raisons sont claires. L'étude que nous avons menée récemment et que nous avons vendue, le compact énergétique a été validé le 28 août 2025 par le chef du gouvernement et même qui a été validé par les instances comme la Banque mondiale, la Banque de développement New York en septembre, toujours la même année. On a, au-delà des diagnostics, annoncé des chiffres clairs. De combien avons-nous besoin en production, en transport, en distribution, les mini-réseaux, les rétrocessions hors réseau, l'efficacité énergétique, les réformes du secteur, c'est chiffré. Nous avons ces chiffres-là. Et je pense qu'on va partager. C'est un document qui peut être vulgarisé. Vous allez trouver ça dans toutes les plateformes aujourd'hui. Les chiffres sont connus en réalité. Pour dire, on a essayé de faire une étude de la demande et il y a une nouvelle étude même qui est en cours. Les demandes évoluent. Les quartiers grandissent. La population grandit. Donc nous devons suivre cette demande. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la planification? Bien sûr. Maintenant, il faut des Vous moyens. êtes surprise par Non, il faut la mise en œuvre. La population évolue. Non, ce qu'on vous dit, c'est que la demande n'est pas statique. On est d'accord. Maintenant, on dit pour répondre efficacement à la demande, pour nous qui sommes dans le secteur, on pense qu'il faut investir en amont. On ne doit pas attendre la demande pour la satisfaire. On doit anticiper. Et que faut-il faire pour donc investir en amont? Mais il faut les moyens. Donc il n'y a pas de l'argent. Pas suffisamment pour développer autant d'infrastructures et en plus, n'oublions pas que ce n'est pas des infrastructures qu'on construit forcément en un an. Très bien.